Bienvenue sur Brop et aujourd'hui on pose la caméra là où les projecteurs se... Qu'est-ce que tu fais? Bah tu m'as dit qu'on pose la caméra. Putain mais on va jamais y arriver. Junior GP. Circuit Nevers-Manicourt. Par contre, il va à l'arrache complet. J'ai pas demandé les accrèdes. J'ai rien du tout, tu sais, les trucs là, faut 15 passes pour pouvoir passer. T'as envie de pisser, il faut un pass. T'as envie d'aller interviewer quelqu'un. À la base, l'idée était simple, filmer là où naissent les futurs champions de GP. Le souci, c'est que personne ne nous avait vraiment invités. Hello, bonjour. I am searching the accreditation center. Accréditation pour... Ah, vous parlez français, pardon, Oui, pardon. Excusez-moi, oui. Ok, donc là, je peux y aller là. Allez. Ok, il n'y a personne qui va me courir après? Non. Bon, ça va. Bon bah rentrer sur le circuit, c'est fait, et même plutôt facilement. Bon, filmer par contre, c'est une autre histoire. Direction le Media Center. Media Center, ouais, parce que c'est quand même la Dorna qui organise tout ça, le Junior GP. Donc bon, en général, il faut quand même montrer patte blanche. Et j'espère que je vais pouvoir récupérer un pass. A little longer than a few minutes later. Bah, j'ai le droit. C'est fou quand même, ça me fait bizarre cette sensation, on a besoin de rien. C'est drôle parce que tu penses quand même que les plus grands destins du MotoGP de demain se jouent peut-être ici et maintenant. Et ça se fait sans vraiment de pression, pas besoin de passe comme tu as vu. Bon, ok. Mais c'est pas plus mal parce que finalement on retrouve un peu le MotoGP d'antan. On peut facilement accéder au paddock, on croise les pilotes sans stress, sans pression. Sans pression, vraiment. Et pourtant ici, on va rencontrer des gamins qui jouent leur avenir à chaque virage. Car c'est bien là que tout commence. Qui sont ces mômes biberonnés au chrono? Comment on construit un pilote pro, une équipe, une carrière avec des ados? Ce qu'on va vous montrer, c'est ce qu'on filme rarement. Et c'est peut-être là que tout se joue, dans l'ombre du MotoGP. Tiens, hop, c'est marrant, justement. J'étais en train de dire qu'on n'était pas sous les feux des projecteurs du MotoGP, et pourtant, je viens de voir passer le boss de la FFM, Sébastien. Tiens, je vais peut-être aller le choper d'ailleurs. Parce qu'à l'instant, j'étais en train de me dire qu'on était dans une relative décontraction, il n'y a pas beaucoup d'officiels, il n'y a pas de barrière à l'entrée, et bim, on tombe quand même sur le boss de la FFM. Toi, tu as branché ton radar à détection de jeunes talents aussi, à titre perso, tu es là pour sentir potentiellement quel Français. Alors, déjà, on le sait, on les a identifiés. Ouais. Le haut niveau, ça s'inscrit dans du moyen terme. Donc, on a des collectifs en Moto 4, collectifs en mini OGP. Enfin, sans rentrer dans les détails, on est dès l'âge de 10, même entre 8 et 12 ans, on a un collectif. Ensuite, on a d'autres collectifs. Donc, on les suit. Nous, on a vraiment poussé pour faciliter le passage du championnat de France vers l'European Talent Cup. Ok. On a modifié nos règlements, on a les mêmes thématiciens, on a le même boîtier pour faire en sorte que la technique soit pas une difficulté, notamment la moto, ça peut être une difficulté pour franchir le cap et s'essayer en European Talent Cup. C'est fini la légende urbaine comme quoi la France n'avait pas effectivement son réseau de recrutement, c'est son canal pour accéder au MotoGP. Ça, c'est l'histoire ancienne. En tout cas, moi, je me bats depuis 4 ans pour qu'on casse cette image-là. Notre job, c'est justement de dire à nos pilotes français, notamment, et aux parents, l'Espagne, oui, à un certain niveau, mais c'est pour participer à un championnat d'Europe et à un championnat du monde, c'est le Junior GP. Okay. Et aujourd'hui, on est en train de construire un championnat de France qui permettra de grandir d'un point de vue sportif. Ok, impeccable. Eh ben, on va aller suivre ça de près parce que là, je crois que ça a démarré. Merci Sébastien. Merci à vous. À tout à l'heure. Ciao, merci. Retenez bien ces noms. Les Français Antoine Nativi, Enzo Bellon ou l'Espagnol Unai Oradre. Un jour, leurs noms s'afficheront sur vos casquettes. Vous voulez qu'on parie? On est joueurs. Ici, on croise aussi des minots qui font presque figure d'anciens, comme Lorenzo Felon, venu chercher le rebond, et celui qu'on a choisi de suivre ce week-end, c'est Johan Gimbert. À peine 20 ans, et sans doute l'un de ceux pour qui tout se joue maintenant. Gimbert, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Son père, Sébastien, a cartonné en endurance après une carrière en GP, mais hériter d'un nom, c'est pas du tout hériter d'un avenir. Alors, quel choix, quel sacrifice, quel doute, quelle pression quand tout repose sur quelques dixièmes. C'est ce qu'on a voulu comprendre en suivant Johan et on le rejoint à la fin des essais. Tout le monde qui applaudit Johan et lui qui arrive avec une mine assez fermée. On sent que voilà, lui sur la moto, il fait pas la même chose que les gens ici derrière. On va aller lui demander pourquoi. En fait, depuis le début du week-end, ça se passe pas comme je le veux, beaucoup de problèmes techniques. Et ce qui fait qu'on est là à cette Q1. Là, maintenant, j'ai pas eu de problème, donc c'est la première séance du week-end que je termine. Ça, c'est cool et
Mais maintenant, je reste concentré sur la Q2 et le but, c'est de viser le top 10, pourquoi pas. Très bien. Belle transfette. À tout à l'heure. Ok, là tu sens quand même qu'on est passé dans une autre dimension. Il n'y a plus tout de junior, là il n'y a plus que GP. Johan il est super concentré, il y a une vraie tension dans le box parce que on est aux portes d'accès du MotoGP. Il n'y a pas grand chose qui sépare tout cet univers-là du Moto2 en MotoGP. Donc là, on fignole les derniers réglages. Quelque part, c'est un peu all-in. C'est maintenant ou jamais. Seulement 2 séances pour Ave, une moto qu'il découvre, pas le droit à l'erreur, et pourtant, il va le faire. Arracher une 3e ligne. Dans ce championnat, clairement, c'est un exploit. Il y a un truc qui est très fort. Tout le monde t'applaudit, même avant que tu arrives. Ils sont tous là, ils se congratulent devant le panneau. Ensuite, ils arrivent là, ils sont tous contents. Toi, tu arrives, tu check, mais direct, tu as encore le casque sur la tête. Tu vas checker l'écran là. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, je reste ma place parce que dans cette catégorie, c'est tellement serré que tu peux faire un très bon chrono et en fait pas être devant du tout. Donc je sais que le chrono que j'ai fait était l'objectif, mais après des fois entre tout le monde va vite, donc je peux faire le chrono et qu'il y en a 15 qui l'ont fait aussi. Donc voilà. L'objectif pour demain, retrouver ces sensations meilleures et se lâcher un peu, aller chercher encore plus. Ouais, demain, je sais qu'en rythme de course, je suis un des meilleurs. Le but c'est de faire un bon début de course et je sais que la fin de course, je suis un des meilleurs. Donc essayer de jouer un top 5, ça serait vraiment parfait. On va y aller au talent. C'est ça. Tu vois, c'est ça quand même la différence avec le MotoGP, c'est les moyens techniques. Là, s'il lâche, t'as tout qui se casse la gueule. C'est une claque quand même, parce que quand tu vois toute cette énergie, tous ces mécanos, et puis ce paddock, là c'est quasiment comme celui du MotoGP. Tu te dis, waouh, quelle débauche de moyens. Alors, ok, on est en train de repérer les futurs grands de demain. Mais moi, je me pose la question, mais en fait, qui paye derrière tout ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de télé, il n'y a pas encore beaucoup d'entrée du public. Et tu te dis, mais qui soutient tout ça? Qui met de l'argent? Qui fait ce pari parfois risqué? On va aller poser la question. Restez bien accrochés car dans quelques instants, vous allez voir que le week-end de Johan ne va pas du tout se passer comme prévu. Mais pour le moment, on a rendez-vous avec Fabrice, l'un des partenaires historiques de Johan, pour aborder un sujet aussi crucial que tabou, la thune. Alors déjà, d'abord, parce que j'ai une véritable passion pour la moto depuis tout petit. Ok. Que c'est aussi une histoire de rencontre. Tout ça c'est très joli, c'est fait une belle histoire. J'ai pas sorti les violons, mais j'aurais pu parce que la passion, tout ça. Non mais je plaisante, mais je comprends. Mais en vrai c'est quoi? C'est parce que tu te projettes? Peut-être que tu aurais aimé qu'on fasse ça pour toi quand tu étais minot? Ouais, non, pas forcément. C'est plus, voilà, j'ai envie d'aider et j'ai envie de transmettre. J'ai pas de compétences de pilote, encore moins de mécanique et de choses comme ça. Par contre, tout ce qui est l'aspect un petit peu psychologique, aussi les relations avec les médias, les relations avec les partenaires, tout ça, c'est un peu ma vie professionnelle. Et un petit peu financièrement, ça fait partie du package, on va dire aussi? Oui, aussi. Ok. Pourquoi on a dit un petit peu financièrement? C'est un gros pari. Ouais, c'est un gros pari, mais c'est aussi, voilà, s'il y arrive, bah, je serais juste pour lui heureux, mais de faire partie de cette ambiance de ce monde et de se dire que tiens, quelque part, un tout petit peu, j'ai pu contribuer à son avenir. Bon, ça fait plaisir. Tiens, regarde, qui on retrouve ici, AMV, partenaire de Johan Gimbert. Évidemment, AMV, on connaît parce qu'ils sont partenaires aussi de la Fanzone. Ils soutiennent le sport MotoGP depuis un paquet de temps. Mais fun fact sur AMV, les pilotes souvent se battent pour avoir le logo sur la combinaison. Alors, évidemment, pas que pour le côté budget, mais parce qu'AMV a la réputation d'être un gris-gris, un porte-bonheur. Ils sont nombreux les pilotes à avoir eu AMV dans leur début et à avoir eu accès au top niveau grâce à ce gris-gris. On pense à Stéphane Peter-Hansel, Dani Roma et en MotoGP bien sûr Fabio Quartararo qui a été accompagné par AMV du Moto3 jusque top niveau. Marrant. Alors bien sûr vous allez vous dire pourquoi on vous raconte tout ça? Tout simplement parce que ça fait partie intégrante du sport, de la compétition. C'est pareil pour tous les teams qui sont là, il n'y aurait rien sans ces partenaires. Et le problème parfois c'est qu'on repart d'une feuille blanche à chaque saison. Comment on fait pour que ce soit pas le cas? Comment on fidélise? Comment on emmène avec nous les partenaires fidèles? Ça c'est une question qu'on va poser rapidement à Sébastien, au papa de Johan.
parce que c'est son job. Tiens, et justement, Seb, puisqu'on parlait des partenaires, Shoei, c'est une belle histoire. Bah, moi, Shoei, c'est vraiment une très très longue histoire. C'est vrai qu'il y a eu une connaissance qui a été hyper importante pour moi. Donc Pascal Couturier et Shoei, ils font partie des modèles les plus premium. Okay. Et c'est ce que j'ai toujours privilégié. Mon fils, quand il a voulu faire la moto, j'ai tout fait pour qu'il y ait une continuité logique et Shoei a tout fait pour récupérer Johan. Et comment on entretient la fidélité avec un tel partenaire? Parce que, évidemment, quand tu es au top, je me souviens, bol d'or, 24 heures, bon, bah, te mettre un casque Shoei sur la tête, ça semble naturel. Tu es sous les feux de l'actualité, etc. Là, aujourd'hui, Shoei, c'est aussi un pari en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on parie sur l'avenir. Bah, oui, il faut convaincre les gens, forcément. Bon, même si là, très honnêtement, il y a une belle histoire qui est faite entre Shoei et la famille Gimbert. Okay. Aujourd'hui, on fait partie du même team. Le but, c'est d'évoluer ensemble. Pour être très franc, je regarde jamais ailleurs. C'est des gens qui m'ont fait confiance dans les meilleurs moments comme dans les mauvais. Aujourd'hui, ils attaquent une nouvelle aventure avec Johan, c'est une suite logique pour eux, pour nous aussi. Il n'y a pas d'intérêt d'aller voir ailleurs. C'est une partie du game dont on parle peu, moins spectaculaire que la piste, mais tout aussi décisive. Car si une carrière se joue au chrono, elle démarre souvent autour d'une table, d'un dossier sponsor, d'un budget. Avant même de prendre le départ, il faut avoir remporté une toute autre course, celle des partenaires, du réseau, de la confiance. Et chaque saison, tout est à reconstruire. Convaincre, encore, prouver, toujours. Et tandis que le paddock se vide et que la première journée s'achève, on mesure toute la fragilité de ces carrières naissantes. Ce que ça demande, ce que ça coûte. Et pour autant, ce qu'on s'apprête à vivre demain va presque tout remettre en question. Dimanche matin, il n'est pas tout à fait 9h, on est sur le circuit et le mood est à l'image de la météo, changeant. On a appris une mauvaise nouvelle hier soir, le fait que Johan va être déclassé en raison d'un fait de course un peu bizarre, enfin bref, un truc pas très juste. Et c'est dur pour Johan, parce qu'il avait eu des galères mécaniques le matin, finalement l'après-midi il avait fait une bonne qualif, c'était bien. Une décision des officiels, une pénalité pour un fait de course discutable, et Johan encaisse. Il trouve ça injuste, mais ici, pas de temps pour se plaindre, pas le luxe de contester. À ce niveau-là, on ravale et on repart. Parce que pour ces jeunes, la vraie réponse, c'est sur la piste qu'elle s'écrit, pas dans un bureau. Il y a aujourd'hui Johan Zarco, Fabio Quartararo, après il n'y a rien, il y a toi, t'es derrière. T'y penses ou aujourd'hui cette pression tu la sens pas du tout ou t'as cette responsabilité aussi quand même de porter le futur du sport moto français? C'est vrai que après Fabio et Zarco, il y a un grand vide et puis il y a moi, il y a encore des petits jeunes qui sont pas très loin derrière comme Enzo, Bellon, tout ça. Les Français, les fans, la fédération, ils attendent beaucoup de nous pour arriver rapidement au Grand Prix. Ce qui est bien aussi, c'est que ils nous aident pour ça financièrement. Moi, il y a un an, j'aurais jamais pensé pouvoir un jour essayer une Moto 2, juste l'essayer. Là, j'y suis, je suis à même pas une demi-seconde de pouvoir aller en Grand Prix. J'ai repris un peu de pression ce matin parce que on rate 2 jours, on casse un moteur, on est en panne tout le temps. Et là, je me dis, tu sais quoi, Johan, il sait faire de la moto. Ce circuit, il n'y a personne qui le connaît mieux que toi ici. Et juste roule et c'est cool. Juste roule. Parfois, il faut revenir à ça, à la passion, à ce qui a fait naître l'envie. Mettre la pression de côté, même quand elle reste là en toile de fond. Et c'est à ce moment-là qu'on aperçoit, dans un petit coin, Pascal Tomek, l'un des piliers de Motul et soutien de la première heure, qui connaît le monde de la compétition mieux que quiconque. Il est venu voir Johan et il nous confie quelques mots. Je pense que ce gamin, il est talentueux, c'est indéniable. Il a évité certainement plein de pièges à cette évolution rapide. Maintenant, il manque pas grand-chose. Essayez de poser ton genou rapidement, à droite et à gauche, bien nettoyer ton genou bien maintenant. La pression, ce n'est pas seulement celle du chrono ou des résultats, c'est celle de tout un collectif. Ce matin, derrière Johan, c'est toute la team Promo Racing qui se mobilise. Mécano, ingénieur, team manager, chacun joue sa partition. Parce que si Johan monte sur la moto, c'est tout un groupe qui prend le départ avec lui. Mais il va falloir réussir à évacuer ce poids. C'est les moments, de toute manière, la pression elle est déjà derrière, elle est déjà dans son casque. Et puis, il y a ce facteur qu'aucun plan ne maîtrise. Celui qui redistribue tout sans prévenir,
la pluie. Elle débarque sans qu'on l'attende, efface les écarts, bouleverse les repères, et cette fois, elle va aussi rebattre les cartes de notre reportage. Tiens, en fait, question. Souvent, on dit que c'est la faute de la moto. Très souvent, on entend un pilote dire « la moto n'était pas comme je voulais, etc. » Et on peut se poser la question décemment, mais comment ça se fait que c'est aussi souvent la faute de la moto? Bah tout simplement, parce que ces motos, contrairement à des motos que tu peux acheter stock, il y a absolument tout qui est réglable. Les têtes de fourche, les tétières, l'assiette de la moto, la force du freinage. En fait, on va vraiment adapter la moto au circuit. Et c'est pour ça que tous ces mecs-là sont si importants, les fameux ingénieurs, c'est qu'ils ont une multitude de data sur comment se comporte la moto dans les différentes phases de freinage, dans les différentes courbes du circuit. Et on va vraiment adapter la moto au circuit. Et c'est au pilote de s'adapter au réglage. Et c'est un très juste milieu à trouver, c'est pas facile. Bon là par exemple, on est en train de passer en pneu pluie parce qu'il se met à pleuvoir vraiment beaucoup, c'est sûr qu'il va flotter. Résultat des courses, il y a énormément de paramètres à modifier pour intégrer le fait qu'on est désormais en pneu pluie. Et voilà, il reste 60 secondes avant le départ de la course et avant la fin de notre reportage. Johan ne le sait pas encore, mais ce dimanche, il va frapper fort, très fort. Dans la première manche, il s'élance dernier, pénalisé. 11 places vont être prises. Une belle remontée, sèche, propre, chirurgicale. La course qu'on n'attendait plus. Et puis, la pluie, la deuxième manche. Piégeuse, traîtresse, Johan va y briller. Un temps dans le trio de tête, il dompte une machine capricieuse et accroche une 6e place qui fait parler. Dans le paddock, les regards changent. Et nous, on le quitte là. Juste avant ce dernier départ, avant que tout bascule peut-être. Et au fond, ce reportage, ce n'est pas juste l'histoire d'un week-end, c'est celle d'une génération. De gosses qui ont choisi de grandir plus vite, qui passent leur vie à tomber et à se relever. De mômes qu'on croise casque sous le bras, regard tendu, cœur plein d'essence et d'espoir. Ils vivent pour ça, pour ces 15 secondes sur la grille, ce moment suspendu entre le silence et la furie. Et tout ce qu'ils veulent, c'est une seule chance, une seule, pour être un jour sur la seule grille de départ qui compte, celle du MotoGP. Oui.